Bonjour à tous. Et j'en profite pour dire un grand merci à nos musiciens, à notre groupe de musiciens de Centrale. Ces moments sont extrêmement importants pour créer de la convivialité tout au long de l'année. Nous essayons d'égrener comme ça des moments musicaux en interne avec nos agents qui régulièrement offrent des moments de ce type, mais aussi avec l'opéra, mais aussi avec d'autres orchestres de la ville. Donc, je tiens à citer les noms de nos musiciens du jour. Donc, Benoît Panciot, ambulancier, Cédric Hubert, responsable du service transport patient, Andy Gonis, du bureau des admissions, Diane Chevalier, infirmière, Nathalie Iclef, infirmière également sur Cota, Christelle Iclef, aide-soignante sur l'USLD de Saint-Julien, Annie Offel, du contrôle interne qualité, et enfin Maude Creton, médecin au service de santé et du travail. Il mérite un grand applaudissement. Bonjour à tous de nouveau, bienvenue. Très heureux de vous accueillir à l'occasion de cette cérémonie des vœux 2024. C'est toujours un grand plaisir de voir réunie la communauté hospitalière, celle du CHRU et du groupement hospitalier de territoire, et de l'avoir réunie avec l'ensemble de ces partenaires du territoire, ceux avec qui nous travaillons tout au long de l'année, les différents partenaires institutionnels, les autres établissements de santé, les professionnels de santé de la ville. C'est toujours un moment important à partager ensemble. Alors cette année, en 2024, cette cérémonie des vœux, donc, est placée sous le signe de la construction du collectif, sous le signe des enjeux de la formation et de l'intégration des jeunes générations. Ce sont les thèmes principaux, au-delà des classiques bilan d'année et des perspectives que nous allons développer. Alors, quel est le programme? De courtes prises de parole, tout d'abord, et là je me pose en gardien du temps. Je serai moins fier tout à l'heure, il faudra vous dire, monsieur le directeur général, mais bon, je vais tenter d'assumer ce rôle avec vaillance. Un intermède réflexif et inspirant, justement, sur le collectif, avec un partenaire sportif cette fois-ci, un autre moment musical, et puis enfin, bien entendu, comme il se doit, un verre de l'amitié. Alors, nous sommes ici nombreux, réunis dans cette salle, mais nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes également en lien, en Teams, avec l'ensemble de l'établissement. De nombreux agents nous suivent depuis leur service par Teams. Ce qui me vaut d'avoir entre vous et moi une caméra. C'est un petit peu déroutant, mais je salue aussi tous ceux qui nous suivent en Teams. Et sans plus attendre, je propose à monsieur le directeur général Arnaud Vanesse, donc, de nous présenter la première prise de parole de cette journée. Bonjour à tous, Madame la directrice générale de l'ARS Grand Est, Monsieur le maire de Nancy et président du conseil de surveillance qui va arriver prochainement, Madame la première vice-présidente du conseil régional, Monsieur le représentant du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle qui a ses vœux du personnel en même temps, donc avec des contraintes particulières, Monsieur le premier vice-président de la métropole du Grand Nancy et conseiller régional, messieurs les maires de Toul, de Pont-à-Mousson, de Pompey, de Houdemont, messieurs les députés, monsieur le commandant du SDIS 54, monsieur le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités, madame la directrice de cabinet représentant la présidente de l'Université de Lorraine, monsieur le doyen de la faculté de médecine, monsieur le doyen de la faculté de pharmacie, monsieur le doyen de la faculté d'odontologie, mesdames et messieurs les partenaires de santé de nos territoires, l'agglomération, les différents territoires de Meurthe-et-Moselle et de la région, mesdames et messieurs des associations, des établissements sanitaires, médico-sociaux, publics, privés et l'ensemble des professionnels de santé du territoire. C'est œuvre collective qu'on fait, donc c'est très agréable à nous que vous ayez fait l'amitié les uns et les autres de venir assister aux vœux du CHU. Mesdames et messieurs les collègues du CHU, l'ensemble du personnel, que vous soyez ici en présentiel ou en Teams, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, ça j'aurais oublié personne. Merci beaucoup encore une fois d'être venus tous pour nous faire l'amitié d'être présents aux vœux du CHU. Ça nous touche tous les uns et les autres et on sait à quel point le calendrier des vœux est chargé. Donc merci beaucoup pour cet effort et nous
sommes touchés. Je vous présente à tous mes vœux les plus chaleureux, les plus sincères pour cette nouvelle année, en commençant par des vœux de santé, en espérant que cette année nous préserve nous-mêmes, nos familles, nos amis, des épreuves de la vie, notamment celle de la maladie, et tant pis pour la T2A. Ensuite, également, nous souhaiter à nos enfants des réussites scolaires, à nos enfants de réussir à trouver avec sérénité le chemin de la vie, de beaux moments aussi en famille, avec le juste équilibre à trouver entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et qu'ensemble on réussisse à faire en sorte qu'on soit épanoui dans les deux vies, et la vie personnelle et la vie professionnelle. Et puis souhaitons-nous de bons moments ensemble, entre collègues, en famille, avec nos amis, de beaux moments de joie, de bonheur en lingot de ceux dont on se souvient très très longtemps après. Souhaitons-nous aussi les uns les autres de retrouver la fraternité par rapport à une actualité qui est tout à fait effrayante et comme on n'en avait pas vu depuis de très nombreuses années. Comme le disait Francis Bruno, nous sommes efforcés d'organiser des vœux de manière à ce qu'on puisse partager ensemble un moment de convivialité, un bon moment. Donc nous souhaitons que vous puissiez repartir de ces vœux avec beaucoup d'énergie pour cette journée, pour cette année, avec aussi quelques graines qu'on aura semées les uns ou les autres et qui s'épanouiront dans cette année ou au fil de la vie. Je tiens à remercier les équipes de la communication, les équipes de la restauration pour l'organisation de ce moment, les équipes aussi des formations musicales centrales et puis celle qui viendra en fin de vœux de Brabois pour agrémenter et puis donner de l'énergie à ces vœux. Alors je vais m'efforcer de faire concis pour autant qu'on puisse faire concis, mais je vais quand même sacrifier à l'exercice des bilans et perspectives. Je crois que c'est Paul Valéry qui disait qu'en termes d'hygiène de vie, il est important de régulièrement faire des sauts de puce pour regarder d'où l'on vient, où l'on va, avant de refaire des petits pas et puis refaire des sauts de puce. Et c'est vrai que les vœux sont assez adaptés pour cette sagesse. Alors, je vais commencer aussi par une petite touche égocentrique. Vous êtes beaucoup et je vous en remercie à vous enquérir de mon atterrissage ici, de savoir si je me plais au CHU. Et je tiens à vous dire que je ne me plais pas, j'adore le CHU et c'est vraiment un environnement professionnel qui est rare. Et du haut, pas très haut de mes 15 ans de vie professionnelle, je mesure que c'est rare en fait d'avoir un environnement professionnel qui soit très amène, très accueillant, très qualitatif en termes professionnels. Et je tiens à dire qu'ici au CHU, c'est vraiment le cas, et enfin, c'est des mots très sincères. Donc j'en profite plein pot, et j'espère que vous aussi vous en profitez plein pot parce que c'est encore une fois rare, je crois, d'avoir un environnement professionnel qui soit aussi qualitatif. Je tiens à remercier Christian Rabot, à remercier Marc de Bouvry, à remercier le doyen de la faculté de médecine, toute l'équipe de gouvernance proche, parce que c'est vraiment un travail quotidien ensemble et c'est un travail qui se fait en confiance, vraiment très très spontané, et puis avec de ma part une très très grande estime pour les uns et les autres, et j'apprends énormément, j'ai énormément de plaisir à travailler avec vous, donc merci beaucoup pour ça, et puis merci à la communauté médicale du CHU. Il y a beaucoup dans les discussions qu'on peut avoir les uns et les autres avec nos familles, nos amis en ville, de remarques de type les médecins en CHU, de toute façon, c'est les gens qui ont le melon. Et ben, ici, les gens n'ont pas le melon, la communauté médicale, c'est les gens qui ont la patate et qui ont vraiment une patate à revendre avec beaucoup, je trouve, de sens et d'intérêt général. Donc, merci pour cette patate. Gardons la patate pour 2024 parce qu'il nous en faudra. Et puis, je tiens aussi à remercier les cadres SU parce que c'est pareil, une communauté qui est très attachante avec des très, très bons professionnels. Donc, grand merci pour l'environnement professionnel que vous m'offrez. Et puis, l'objectif, c'est qu'on puisse continuer à garder, à travailler ce collectif, à continuer à faire équipe parce que c'est comme ça qu'on arrivera à tenir, à faire face. Ensuite, je vais faire juste le bilan sur les deux priorités du CHU. La première priorité, notre priorité de santé publique, de tout faire pour délivrer les meilleurs soins aux Lorrains. Et puis la deuxième priorité, celle de développer collectivement un environnement de travail qui soit accueillant, qui soit bienveillant, respectueux les uns des autres, de manière à ce qu'on puisse retrouver tous nos emplois soignants, tous les emplois infirmiers, tous les emplois infirmiers de bloc, de manière à ce qu'on puisse retrouver un fonctionnement normal à l'hôpital et puis assurer dans de bonnes conditions notre mission de santé publique. En 2023, sur notre mission de santé publique, on a réussi la gageure de
prendre en charge de soigner 6 000 Lorrains en plus, sans compter les activités de consultation, mais 6 000 Lorrains en plus. Ce qui est beaucoup parce que l'exercice reste très contraint, donc 6 000 par rapport à 2022, et on a réussi alors même qu'on avait moins de lits. Ce qui signifie qu'on a réussi à améliorer nos fonctionnements, qu'on a réussi à améliorer, à adapter les pratiques médicales, les pratiques soignantes pour faire avec les contraintes, et on a réussi à soigner davantage. On sait que c'est pas suffisant, on sait qu'on a une file active qui est beaucoup plus grande et les uns et les autres acteurs de santé du territoire, on sait qu'on ne fait pas suffisamment. On fait au maximum les uns et les autres. Mais en tout cas, on peut se féliciter d'avoir réussi à faire mieux que l'année dernière. Et l'objectif, évidemment, ce sera d'augmenter notre capacité de réponse aux besoins de santé publique. Mais en tout cas, on a réussi à faire mieux et bravo à tous. Et je tiens à remercier tous les professionnels du CHU, du fond du cœur, de mon cœur de directeur, mais du fond de mon cœur de citoyen aussi, parce que tout ça, c'est possible, et de réussir à soigner davantage de personnes avec moins de lits, moins de moyens, ça n'est possible que parce que chacun reste très engagé malgré la lourdeur de la charge de travail. Je tiens à remercier en particulier les cadres et les CADFUP parce que c'est eux qui sont entre le marteau et l'enclume, entre notre mission de santé publique de soigner davantage de personnes et puis les moyens dont on dispose avec l'objectif, et c'est eux qui sont un peu les maîtres de cette mesure-là, l'objectif évidemment de ne pas épuiser notre personnel parce que c'est une course de fond, on est dans une endurance, on va devoir encore travailler à peu près dans ces modes de fonctionnement-là pour à peu près 3 ans, et donc il faut absolument qu'on s'assure de rester les uns et les autres en forme pour faire notre mission au mieux. Une fois qu'on s'est félicité d'avoir soigné davantage de Lorrains, on reste quand même avec un arrière-goût de non-satisfaction. On a fait, nous, des réunions tous les jeudis ou plus fréquemment, si c'était nécessaire, des cellules de gestion des lits. Et c'est là, en fait, qu'on ajuste notre organisation hospitalière, qu'on ajuste les flux des urgences et notre activité de programmer. On a essayé de marier les deux au maximum. Ça s'est pas fait sans frisson, ça s'est pas fait sans concession de tout le monde, mais ça s'est fait dans l'intérêt général et on a réussi à faire face et c'est déjà une première grosse gageure. Mais après, on reste quand même avec une situation où chaque jeudi, on fait le point sur quelle est l'activité, quels sont les ajustements à apporter, sans réellement en fait comprendre quel est le dessin qui se dessine une fois qu'on relie tous les points. Et c'est vrai qu'on ne sait pas, on sait qu'on a franchi un cran supplémentaire en termes de tension hospitalière. Alors ça s'est passé pour nous depuis la reprise des urgences de la clinique de Gentilly qui a fermé son activité d'urgence en mars. Ça n'est pas la seule cause, mais c'est vrai qu'on a franchi un cran supplémentaire dans les tensions hospitalières. On n'a pas vraiment d'explication. La fermeture de la clinique de Gentilly n'est pas la seule explication. On sait que ce n'est pas le seul point. On sait qu'on a beaucoup plus de personnes âgées qui nous viennent en hospitalisation, avec une aggravation de l'état général, qui font que pour beaucoup, on n'a pas la possibilité de faire des retours à domicile ou juste des consultations en médecine de ville. Il faut hospitaliser ces personnes. Ceci étant dit, on ne sait pas mesurer en fait quelle est l'évolution en termes de santé publique. On ne sait pas si c'est davantage de difficultés sur la médecine de ville qui atterrissent chez nous. On ne sait pas si c'est des retards de soins du Covid qui continuent de s'aggraver et avec des profils pathologiques qu'on ne mesure pas bien. On ne sait pas non plus si il s'agit du début de l'impact en termes sanitaires du vieillissement de la population. Et donc là, pour nous, en 2024, on peut se fixer l'objectif collectif de mieux comprendre ce qui se passe en termes de santé publique. Donc on en a discuté avec les équipes de l'ARS pour qu'on puisse mettre toutes nos billes ensemble, et on y travaillera avec notre DIM, avec nos équipes de santé publique, pour qu'on puisse vraiment comprendre ce qui se passe et puis essayer de se projeter un peu plus, de voir qu'est-ce qui se dessine quand on relie les points et se projeter de manière un peu plus satisfaisante vers l'avenir. L'année 2023, elle a été aussi marquée par des difficultés sur le territoire, malheureusement. Donc, je me permets de citer ça parce que au niveau du CHU, on est convaincu, c'est pas le cas de tous les CHU, mais ici c'est fermement ancré dans la culture, de notre responsabilité territoriale, de notre rôle de grand frère, entre guillemets, par rapport aux établissements de santé lorrains. Et c'est vrai qu'il y a eu des difficultés assez lourdes et qui sont assez redoutables parce qu'il s'agit de démographie médicale. Donc
compliqué. Ça a été compliqué pour nos amis des Vosges, ça a été compliqué aussi en Moselle. On s'efforce et on continuera de s'efforcer à aider au mieux sur chacune de ces situations. Ça fait partie intégrante de notre mission de santé publique et on s'efforcera de le faire. Ça s'ajoute à tout le reste de la charge de travail. Mais en tout cas, pour nous, c'est très, très important de continuer à faire ces efforts-là. Et puis, pour nous, un bon exemple, et je me permets de le citer, un bon exemple de ce que peut aider à faire le CHU sur le territoire, c'est l'exemple de Toul. Alors évidemment, ça s'inscrit en complément de toute l'action qui est faite par le maire de Toul, par le député de Toul, qui fait qu'on a un bassin de vie qui a déjà une dynamique en soi qui était importante. Mais c'est vrai qu'on a réussi à porter des équipes, à porter des projets médico-soignants, des projets qui sont avec les partenaires du territoire. C'est une très très bonne réussite, je trouve, parce que ça nous permet de maintenir un territoire vif en termes de ressources de santé. Et je tiens à remercier ici l'ARS parce que on a eu en 2023 la validation par l'ARS du projet qui était porté par le centre hospitalier Saint-Charles de Toul, accompagné très généreusement par l'ARS. Et c'est vrai que d'avoir en plus la pérennité de l'hôpital Saint-Charles au travers de ce projet-là, ça permet aussi de fixer, ça aide à fixer des professionnels de santé dans des projets médicaux. Et je trouve que c'est cette dynamique-là qu'il faut qu'on s'efforce de porter dans chacun des territoires dans laquelle le CHU peut aider et peut apporter son concours. Donc 2024, eh bien évidemment, on continuera de se fixer dans cet objectif de santé publique, de faire le maximum de nos efforts pour maintenir les lits ouverts, les blocs ouverts, le maximum d'efforts aussi pour continuer à améliorer notre fonctionnement interne, pour améliorer notre capacité de réponse en termes de santé publique, et quand bien même on n'aurait pas davantage de lits, pas davantage de blocs, au moins qu'on arrive à continuer à prendre en charge davantage de Lorrains pour répondre au mieux aux besoins de santé publique. Et puis on continuera de le faire évidemment auprès du territoire. L'année 2024 s'annonce difficile aussi sur l'offre de soins pour l'ensemble de la Lorraine. Donc, on continuera à apporter notre concours au mieux de ce qu'on peut faire avec, encore une fois, notre rôle de grand frère et puis notre responsabilité régionale sur la santé des Lorrains. Donc, on continuera de s'y investir énormément. Deuxième priorité des priorités, c'est le sujet de développer un environnement de travail qui est accueillant, qui est bienveillant, qui est respectueux des uns et des autres et qui offre un environnement attractif dans lequel on se sent bien et qui nous permettra et de fidéliser nos personnels et puis de recruter davantage de personnel. L'objectif, c'est évidemment qu'on puisse recruter et retrouver tous nos emplois soignants, notamment la grosse carence se porte sur les infirmiers, sur les infirmiers de bloc. Et donc là, l'objectif, c'est qu'on puisse tout mettre en œuvre pour développer cet environnement de travail. Alors, c'est évidemment le gros souci, le premier objectif de tous les employeurs dans tous les domaines. Après, on a l'égoïsme de croire que notre domaine est très important et peut-être un peu plus important que d'autres. Et en tout cas, on déploiera de gros efforts. En 2023, on avait déjà fait énormément. Alors, évidemment, c'est le fruit de tout ce qui a été fait précédemment avec Bernard Dupont, Christian Rabot, Jérôme Malfroy. Les fruits ont continué à porter. Pour donner des chiffres sur la partie campagne de recrutement à l'été, on a réussi à faire 150 recrutements infirmiers, là où l'an dernier, enfin en 2022, on avait réussi 96 recrutements. Sur les IBOD, on a réussi à faire une quinzaine de recrutements, là où l'an dernier, on avait fait 10. Donc, on a une efficacité, on continue à améliorer notre compréhension de qu'est-ce qui fait venir des gens, qu'est-ce qui les fait partir. Et il faudra qu'on continue dans cette voie, évidemment. On a eu en 2023 une grosse étape franchie, alors qui est la promesse de l'avenir, mais qui est la construction de notre projet social. Et je tiens ici à remercier la CFDT parce qu'on a eu un travail très, très constructif. Alors, évidemment, avec toutes les organisations syndicales, mais en particulier avec la CFDT. Alors, à chaque fois, c'est un dialogue qui est très rafraîchissant, qui est très exigeant, très challengeant pour nous, parce qu'à chaque fois, c'est des vrais sujets qui sont pointés, des sujets sur lesquels on aurait pu faire mieux, on aurait dû faire mieux, mais à chaque fois, ça se passe dans un esprit qui est très constructif, qui nous permet après de faire progresser l'hôpital, de faire progresser la situation dans les services et pour les personnels. Et je tiens à les remercier parce qu'à chaque fois, il y a ce souci d'avoir un dialogue qui est constructif et de faire progresser l'hôpital avec un sens très, très clair et très pertinent de l'intérêt général. Et donc ça nous a permis de passer devant les instances en fin d'année un projet social
qui, je crois, contient tous les ingrédients pour continuer de construire l'avenir. Alors moi, je tiens à le dire, ce n'est pas un document administratif exigé réglementairement. Pour nous, c'est vraiment une feuille de route avec les ingrédients pour l'avenir. Et c'est vraiment la priorité des priorités de mettre en œuvre ce projet social et surtout que ce soit les équipes qui fassent chacune leur projet social au niveau des pôles, au niveau des services et que ce ne soit pas le projet social du CHU qui descend du département RHAS ou de la direction générale. Ça doit vraiment être un projet social que chacun développe parce que l'objectif est vraiment qu'on puisse développer un environnement de travail au niveau des équipes et que chacun, du coup, puisse adapter, s'approprier les différents leviers de manière à développer les axes qui sont pertinents. Je vais juste citer quelques objectifs dans le projet social. L'objectif maître, c'est évidemment de retrouver tous nos emplois soignants. C'est l'objectif prioritaire du projet social. Et donc, je tiens à réaffirmer que moi, mon objectif, c'est vraiment de faire le plein sur les postes infirmiers, les postes IBOD, de manière à ce qu'on puisse retrouver un fonctionnement normal. Et je le répète parce qu'il y a encore quelques traces de méfiance par rapport à la sincérité de ces vœux-là. C'est vraiment comme ça qu'on arrivera à construire notre avenir. Et c'est très important que tout le monde s'accorde dans cet objectif-là, y compris pour comprendre les ingrédients qui permettent d'attirer des infirmiers de bloc, quels sont à l'inverse les ingrédients qui sont délétères et qui font partir des gens de chez nous, alors même qu'on cherche à déployer tous les efforts. L'autre point très important, c'est je tiens à le dire, c'est l'objectif de déployer un outil qui nous permette de mesurer la charge en soins, parce qu'on a un objectif qui est très paradoxal. D'un côté, on se fixe l'objectif d'ouvrir davantage de lits, et de l'autre côté, on se fixe l'objectif d'avoir une charge de travail qui soit un peu moindre et un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Donc tout ça, c'est un paradoxe. Jusqu'à présent, ceux qui marient ce paradoxe-là, c'est les cadres sup et c'est les cadres. Et là, l'objectif, c'est qu'on puisse avoir un outil qui mesure la charge de travail, la charge en soins, et qui nous permette de savoir là où on va trop loin dans la charge de travail, qui nous oblige du coup à renforcer ces équipes-là, et à l'inverse, là où on a un peu de marge de manœuvre et où du coup les équipes peuvent se reposer, parce que c'est parfois bien de se reconstituer, de se reposer après des périodes intenses, ou à l'inverse, si on peut aller apporter des coups de main aux collègues qui sont eux en difficulté. Donc ça, c'est un des objectifs, alors qui va se déployer sur un pluriannuel, mais qui va, j'espère, nous permettre de mieux travailler sur cet objectif de moyen terme, de marier l'objectif de santé publique avec l'objectif d'équilibre vie pro-vie perso. Autre objectif qu'on va chercher à développer dans le projet social, c'est tout le sujet de prendre soin de nos santé à nous hospitaliers. On est c'est le sujet des cordonniers mal chaussés. On ne prend probablement pas suffisamment soin de nos santé. Donc, on va chercher dans le projet social à développer tous les sujets d'activité physique, tous les sujets de relaxation, tous les sujets de prévention aussi des santé, de la santé de nos personnels. Et pour nous, c'est très important parce que c'est à chaque fois qu'il y a un personnel qui doit partir pour des raisons de santé avec des maladies compliquées, etc., c'est déjà un impact personnel difficile à absorber parce que c'est des collègues, des amis. Et puis après, c'est les personnels qui manquent et qui accroissent la charge de travail et la pénibilité pour l'ensemble des équipes. Et donc, nous, on a cet objectif et de prendre soin de nous pour pouvoir améliorer la santé des uns et des autres et puis aussi pour qu'on puisse avoir tout le personnel à bord en bonne santé. On va s'efforcer de travailler ces sujets-là. Alors, c'est des sujets qui commencent à apparaître. Je voyais hier soir sur une offre que Harvard commence à développer comme étant la grande nouveauté de ce siècle, qui était dans les Harvard Executive Education, avec justement un programme pour développer la santé dans nos entreprises, etc. Nous, on n'a pas attendu Harvard pour le mettre dans notre projet social, mais donc ça, c'est un point important pour que les hospitaliers ne soient pas les gens qui font passer leur santé après celle des patients. Et après, last but not least, il y a le sujet de faire équipe, c'est ce que disait Francis Bruno tout à l'heure. Nous, l'objectif, c'est qu'on puisse avoir un collectif qui soit aussi fort que possible. C'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir, c'est comme ça qu'on arrive à faire face, à tenir malgré les difficultés. Donc, notre objectif, c'est de continuer à travailler cette culture du collectif, cette culture du faire équipe. Et l'objectif, c'est qu'on puisse continuer dans cette voie-là. On a vu en 2023 des initiatives qui ont montré qu'on avait un savoir-faire
un goût et un terreau très fertile pour ça, et c'est notre savoir-faire. On a fait plusieurs initiatives. J'ai en tête ce qu'on a fait sur le pôle locomoteur, ce qu'on a fait en imagerie. C'est des initiatives sur lesquelles c'est nos personnels qui interviennent, c'est pas les consultants extérieurs qui interviennent. Donc, on va continuer à travailler ces sujets-là. Et puis, on a aussi tous les sujets sportifs. Donc, on a l'objectif de faire ressusciter le stade Marcel Picot avec le tournoi de foot qu'on fera vers le mois de mai avec interne au CHU. Il y a beaucoup d'autres initiatives qui existent, par exemple à Pont-en-Mousson, je sais qu'il y a aussi le tournoi de volley entre les équipes des urgences avec les équipes du 10, etc. Tous ces sujets de sport sont aussi des sujets qui permettent d'avoir de l'agrément à travailler au CHU, et donc on y travaillera aussi de manière à ce qu'on puisse avoir aussi de manière structurée cette offre de sport et de sport collectif pour nos personnels. Et puis, je tiens à souligner les initiatives qui ont été prises pour monter les formations musicales. Pour ceux qui pratiquent la musique, on sait tous à quel point la musique est importante pour passer les moments difficiles de la vie et à quel point ça permet de faciliter ces passages difficiles, pour mieux vivre et vivre de façon plus intense les moments de joie. C'est aussi, je trouve, pour ceux qui pratiquent la musique, je trouve qu'il y a un rapport à l'instant présent qui est très très fort, et je trouve que la musique permet de vivre plus intensément les moments de la vie, et vraiment avec le rapport à l'instant qui est très important. Et là, quand on a une pratique collective de la musique, je trouve qu'il n'y a pas de façon plus belle et plus intense en fait de vivre quelque chose de collectif, avec ce rapport à l'instant, à la synchronie, à la complicité pour voir à quel moment les uns et les autres démarrent. Et ça, je tiens à souligner parce que c'est vraiment une initiative qui a démarré en 2023, qui fleurit et qui permet vraiment de mettre de la cohésion. Et c'est très très important qu'on puisse continuer à faire vivre ce collectif. Globalement, on a dans ce projet social, pour le résumer très très synthétiquement, dans les grandes règles universelles de la vie, il y a cet enjeu à réussir à avoir un équilibre entre ces jeux de vase communicants, entre les sujets qui nous pompent de l'énergie et les sujets sur lesquels, au contraire, on attrape de l'énergie, qui nous donnent de l'énergie et qui nous permettent comme ça d'équilibrer les sujets. Et je trouve que l'objet du projet social, c'est effectivement de trouver qu'est-ce qui va nous redonner de l'énergie, qu'est-ce qui va nous permettre d'en donner quand il faut qu'on en donne sur les soins, parce qu'il y a des soins qui sont très urgents, qui sont très prenants, mais où à côté, on a un vécu d'équipe, on a un vécu de service, une satisfaction, une reconnaissance dans son professionnalisme qui permet de recharger les batteries. Et donc, on s'efforcera de faire en sorte qu'on puisse avoir vraiment cet équilibre entre les sujets qui pompent de l'énergie, mais qui sont nécessaires parce que c'est notre mission, et les sujets qui, au contraire, rechargent les batteries. Je vais terminer très rapidement avec la grande parade des priorités 2024 sur deux priorités, deux sujets importants sur la recherche. En 2023, je crois que Paris a compris que Nancy, avec son CHU, avec son université, et je tiens à remercier Hélène Boulanger parce que le travail est avec elle un réel et un très vif plaisir, et on cherche systématiquement à s'aligner, et on s'aligne très très vite. Mais ensemble, on a réussi à présenter plusieurs beaux dossiers à Paris, et Paris a compris qu'on produit des projets de recherche de très très bonne qualité et avec vraiment un niveau d'excellence. Alors, on a eu l'IHU, on a eu juste derrière le RHU. On aura encore des très très beaux projets de ce niveau-là de grant et de ce niveau-là d'excellence qui viendront en 2024. On sait qu'on en a déjà 3 dans les tuyaux pour des annonces qui arrivent là dans le premier trimestre. Et ça, c'est un changement qui est important parce qu'au début de l'IHU, et quand avec la présidente de l'université, avec la métropole, avec l'INSERM, on est allé faire notre tour des popotes à Paris, on a eu des premiers regards un peu condescendants. Et là, maintenant, ils comprennent que quand on leur présente un projet, on a fait déjà, nous, le travail de sélection, qu'on a vraiment des projets d'excellence. Et ces projets, je pense notamment à la thérapie cellulaire et puis à la radiothérapie interne vectorisée, c'est des sujets qui auront des externalités économiques sur le territoire, et donc là, on joue vraiment notre rôle d'innovation. Autre point important sur le schéma directeur immobilier, en 2023, on a franchi des étapes importantes, notamment avec l'enquête publique, avec le premier jury du concours d'architectes, et je tiens à remercier ici les services de l'État parce que et les collectivités territoriales, parce qu'on a eu cette enquête publique, alors qu'il y a un peu une enquête coupe-gorge. On a réussi à passer cette enquête et à la passer avec brio. On l'a passée parce qu'on a réussi à travailler
de concert avec la mairie de Nancy, avec la mairie de Vendeuvre, avec la mairie de Villers, avec la métropole de Nancy, avec la Comcom de Moselle-Madon. Et ce travail collectif, cette écoute, nous ont permis d'avoir une bonne appréhension des remarques des uns et des autres, de les prendre en compte et d'avoir à la fin un avis favorable et puis un arrêté préfectoral qui est arrivé avec un mois d'avance sur le calendrier qu'on s'était fixé. Et les services de la préfecture ont été très, très aidants et je tiens à les en remercier. Et 2024 va être une grosse échéance parce qu'en 2024, on va choisir le groupement de conception, donc l'équipe d'architectes et d'ingénieurs qui vont faire la conception de notre nouvel hôpital. Et ça va être un moment très important parce qu'à partir de, donc ça va se passer en septembre, à partir de ce moment-là, ces gens-là vont être à notre écoute et ensemble, on va faire vraiment le dessin au millimètre du bâtiment médico-technique, du bâtiment femmes-mères-enfants, du nouveau bâtiment d'hospitalisation. Et ça va être notre hôpital à nous pour les 3-4 décennies à venir. Et ça va arriver maintenant très vite, puisque du coup, la livraison du chantier, c'est dans 7 ans. Et 7 ans, ça arrive très, très vite, vu tous les chantiers qu'on a à faire. Je termine avec une belle histoire qui me semble bien représenter ce qu'on sait faire au CHU et ce pourquoi on est là. C'est une histoire qui concerne une jeune femme de 20 ans qui est enceinte, qui est suivie dans le cadre de sa grossesse au CHU, une grossesse qui se passe de façon tout à fait normale. À la 30e semaine, il y a un essoufflement majeur qui est inhabituel pour ce stade-là, ce terme de la grossesse. Et on découvre, mais sans en comprendre l'étiologie ni vraiment en quoi elle consiste, mais une cardiopathie très sévère qui est incompatible avec la poursuite de la grossesse. Donc la femme est transférée à Brabois. À Brabois et pas à la maternité, la césarienne est effectuée. Elle s'est effectuée à Brabois pour qu'elle soit proche du plateau de réanimation, du plateau où il y a toutes les compétences cardiaques. Et la césarienne donne à une petite fille, qui est du coup une petite fille prématurée, puisqu'elle est née à 30 semaines d'aménorrhée. Donc la petite fille est prise en charge à la réanimation néonatale. La maman est prise en charge au bloc, puis en réanimation Picard, réanimation médicale. Les différents spécialistes des chocs cardiogéniques l'examinent et la situation ne s'améliore pas du tout sur le cœur avec des atypies et des résistances et des complications. Elle est mise sous assistante de type ECMO et elle est inscrite sur la liste de greffe cardiaque parce que sans greffe cardiaque, elle ne s'en sortira pas quand bien même la petite fille a l'air de s'en sortir en réanimation néonatale. Donc elle est en urgence absolue, elle est sur le haut de la liste. Et les équipes ici au CHU se sont battues pour qu'elle soit tout en haut de la liste et que du coup l'autorisation de biomédecine autorise la greffe cardiaque et qu'elle soit en numéro 1 sur les urgences. Donc elle a fini par arriver en tête de liste après beaucoup d'investissements des équipes et puis elle a fini par pouvoir recevoir une greffe cardiaque. Donc c'est un cœur qui vient de Bordeaux, qui a été acheminé comme ça se passe à chaque fois avec les équipes médicales par avion. L'avion n'a pas pu atterrir à Essen, n'a pas pu atterrir au deuxième aérodrome. Donc finalement, ça a été un atterrissage au Luxembourg, transport compliqué du Luxembourg jusqu'à la frontière française. À la frontière française, les équipes de gendarmerie ont fait en sorte que le prélèvement le greffon puisse arriver aussi vite que possible. Mais le greffon est arrivé à 4 heures, c'est-à-dire la limite qui est un peu critique sur ce type de greffon. Donc la greffe a eu lieu, c'était la dernière, mi-décembre. La greffe a eu lieu, les équipes étaient très très investies aussi émotionnellement par rapport à cette histoire-là, par rapport à la petite fille, par rapport à la maman. La greffe s'est bien passée. Je tiens à dire qu'elle s'est passée avec une équipe qui était en très très grande fragilité, qui a été remontée patiemment par les professionnels et qui a permis de faire cette activité-là et cette greffe-là. Il y a eu une très très grosse crainte de la part des équipes les 7 premiers jours parce que la maman ne réagissait pas très très bien au greffon. Les 7 premiers jours, c'est les 7 premiers jours où on met tout le système immunitaire à plat pour éviter le rejet de greffe. Et là, aujourd'hui, elle a réussi à passer la phase critique. Donc, toutes les équipes étaient évidemment très très contentes parce que ça, c'est des événements dans lesquels il y a toutes les équipes soignantes, les équipes médicales qui sont investies.
qui prennent presque un peu trop d'ampleur émotionnelle et d'investissement affectif par rapport à cette histoire. Là, dans ces services-là, tout le monde appelle la patiente par son prénom, tout le monde veut savoir tous les jours comment elle va, comment elle a progressé, veut savoir comment la petite va. Et les équipes de la maternité, pareil, se sont mobilisées de manière à transporter chaque jour le nourrisson, le nouveau-né, la petite fille, pour qu'elle puisse voir sa maman, qu'elle puisse partager des moments et l'une l'autre se maintenir. Et aujourd'hui, la maman est sortie de phase critique, elle est retournée en secteur d'hospitalisation, sortie de soins critiques. Et ça, c'est des très, très belles histoires qu'on sait écrire au CHU. C'est des histoires qui sont interdisciplinaires. Ça suppose d'avoir de la néonatologie, ça suppose d'avoir de la réanimation, des équipes qui fassent de la greffe de chirurgie, de la greffe de cœur, de la réanimation derrière de très très haut niveau. Et donc, c'est des très hauts niveaux de compétences, des très hauts niveaux de coordination. C'est des équipes qui sont toutes intervenues sur le bloc à Bravois. Et puis, c'est des équipes qui trouvent dans ces belles histoires de l'énergie pour toutes les semaines, tous les jours où c'est compliqué, où il y a de la charge de travail qui ne permet pas suffisamment de temps avec les patients. Et c'est des histoires aussi où tout le monde est concentré autour de la patiente. Et quand on est concentré autour de la qualité des soins et autour des patients, on sait qu'on est sur les vrais sujets. Donc, ça me paraissait très important de terminer par cette histoire parce que c'est une très, très belle histoire. Il y en a quelques-unes, ce n'est pas toujours des belles histoires. Si celle-ci ne s'était pas bien terminée, ça aurait été un coup très, très dur pour les équipes. Elle s'est bien terminée et on en est tous très, très heureux pour la maman, très heureux pour la petite et très heureux pour l'ensemble des équipes. Et c'est aussi une histoire qui nous montre que nous tous hospitaliers, à travers tous les métiers par lesquels on contribue aux soins, on a probablement, alors je vois des gens qui ont aussi d'autres très très beaux métiers, mais en tout cas moi ça me donne le sentiment qu'on a le plus beau métier du monde. Et c'est ce qui nous mobilise et qui fait qu'on se réveille chaque matin, qu'on se mobilise, qu'on s'engage, qu'on s'investit. Et donc merci à tous pour qu'on puisse tous continuer à avoir ce plus beau métier du monde. Et je nous souhaite à tous pour 2024 et de tout mon cœur une très 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 belle année 2024. Merci à tous. Merci Arnaud Doucet-Leu, merci pour cette très belle histoire. J'invite maintenant à nous rejoindre au pupitre le professeur Marc de Bouvry, notre nouveau président de CME, donc président de commission médicale d'établissement, brillamment élu en mai de l'année 2023. D'autant mieux élu que j'étais tout seul. Ça été très simple. En général, ça facilite les sélections. Moins de problèmes en général dans ce cadre-là. Donc, vous allez me gronder si je ne respecte pas le temps. Donc, mesdames et messieurs, toutes et tous en vos grades et qualités, mes chers collègues du personnel médical, mesdames le personnel infirmier, très heureux de vous accueillir ici, le personnel aide-soignant, tout le personnel administratif, technique, tout le monde, et je vous remercie donc de me supporter depuis quelques mois dans mes nouvelles fonctions. Tout d'abord, je voudrais remercier les équipes médicales et soignantes de l'établissement. On ressent souvent beaucoup de fatigue, de remise en cause personnelle, de difficultés ici ou là. Les prévisions RH sur le premier semestre 2024 ne sont pas bonnes. Trop de lits sont encore fermés par un manque de personnel infirmier, ce qui impacte toute la filière de soins et notamment la filière de post-urgence. La question du choix entre filière de soins programmés et filière de soins non programmés entraîne parfois des conflits dans un certain nombre de secteurs. Le CHRU reste exemplaire dans l'organisation de son secteur d'urgence et dans les liens entre le SAU et les secteurs d'hospitalisation. Tout est fait pour consolider cet état d'esprit, mais nous sommes collégialement toujours inquiets devant les lits fermés, ce qui ne nous permet pas de travailler avec souplesse et ne nous permet pas d'absorber les à-coups d'afflux des patients au SAU.
Donc, je voudrais vous demander à toutes et tous de relayer dans vos équipes respectives l'état d'esprit que nous voulons absolument préserver envers et contre tout. De façon un petit atypique peut-être, et de façon très complémentaire, ce que le DG vous a présenté à Novenes, donc je ne vais pas du tout reprendre les mêmes choses, mais je voudrais à l'occasion de ces vœux réfléchir de façon tout à fait ouverte à une question qui me semble une question de fond, sans cesse entendue sur les effets des changements générationnels sur nos organisations. C'est un fait sociologique profond. Nous assistons effectivement à un changement de comportement face au travail des générations les plus jeunes. On le sent particulièrement à l'hôpital. Petit florilège qu'on peut avoir des commentaires qu'on entend parfois, les jeunes infirmières, les jeunes aides-soignantes ne veulent plus travailler dans le secteur de soins la nuit et le week-end, d'autant plus que ce sont des secteurs où les patients sont dépendants, nécessitent des échanges. Ou autres, quand un médecin part en retraite, il en faut 2 pour prendre en charge sa file active. Le constat est sans doute réaliste. En début de carrière, les demandes des jeunes générations mettent en avant le besoin de liberté dans l'organisation de leur carrière, de leur mobilité, de temps de formation, un souhait de ne pas se sentir figé dans une seule organisation. La durée de l'engagement se raccourcit, le long terme devient incertain. Les équipes managériales sont ainsi mises en difficulté et les conséquences en termes de planification sont importantes, rendant encore plus tendu notre besoin de recrutement constamment à renouveler. Mais plutôt que de se morfondre devant une équation impossible, organisationnelle, de politique de santé, financière, de postes coûtent plus qu'un, j'aurais une lecture positive de ces changements. Et je vous en faire part, et peut-être en partie à contre-courant, et ceci pour 2 raisons. Première, c'est par principe de réalité. C'est un fait sociologique qui est trop profond, il me semble, pour vouloir le négliger. Il suffit de regarder, y compris en dehors de l'hôpital, la baisse des effectifs médicaux à statut exclusivement libéral, l'engouement vers les centres de santé avec, si on prend les 10 dernières années, un doublement de ce nombre de ces structures. La seconde, c'est parce que la raison est peut-être du côté de ce changement d'attitude. La recomposition du travail se fait autour de la recherche d'un travail plus qualitatif que quantitatif, d'horaires et de salaires fixes, de l'absolue nécessité d'un travail en équipe, de ne pas accepter le sentiment d'isolement et de la volonté de se recentrer sur son cœur de métier, sur ce pourquoi le choix de la personne a été d'aller vers un métier de la santé. Cela correspond aussi à l'adaptation nécessaire devant le changement de typologie des patients. Il se modifie en profondeur, les patients de plus en plus en grande précarité, une augmentation très significative des maladies chroniques. Même une pathologie aiguë prise en urgence, typiquement le cas clinique présenté par Novenes un instant, ça devient bien sûr une maladie chronique après la prise en charge en phase aiguë. Ceci, l'augmentation des maladies chroniques également, du fait du vieillissement de nos populations, de l'amélioration de nos stratégies thérapeutiques. C'est aussi le désir profond d'être de plus en plus pertinent, au sens complet du terme, dans la prise en charge. Et c'est le désir de travailler dans des actions de prévention. Et toujours en se changeant, avec une modification et une adaptation constante de l'activité. Et l'engagement dans d'autres territoires ne prend signification que s'il y a un besoin ressenti par le jeune de santé publique. On ne les obligera pas. Il s'agit donc d'un engagement dans une démarche globale afin de donner un sens à son activité, et là aussi la notion de sens dans toutes ses dimensions. Bien sûr, nous louons
collectivement les mesures Ségur et les nouvelles mesures annoncées, effectives en début d'année. Mais la course en avant financière proposait ça ou là, de valorisation de la permanence des soins. La proposition de contrat de travail, parfois atypique, ainsi que le recours excessif à l'intérim sont souvent interprétés comme contraires à l'éthique professionnelle, notamment de nos jeunes générations. Ces mesures ne compenseront pas l'absence de sens que les structures hospitalières proposent en termes d'activité, au nom parfois de principes fort louables, mais résolument trop éloignés de la réalité de terrain. Enfin, dans la notion de bien vivre ensemble, dans nos professions médicales et soignantes, il y a la question des rapports genrés. Des propos ou attitudes qui étaient parfois acceptés il y a 30 ans, tolérés il y a 15 ans, sont désormais inacceptables. Donc, le respect strict de ce principe sociétal est aussi un facteur d'attractivité indispensable pour nos structures de soins. Tous ces éléments nous font faire équipe avec un objectif commun, c'est l'ambiance campus hospitalo-universitaire que je vous proposais lors de notre dernière assemblée générale consacrée au nouvel hôpital de Nancy. Faisons équipe tous ensemble et toutes et tous à sa bonne place, à chacun son rôle d'entraîneur, de soigneur, d'entrepreneur, de manager et pour ceux sur le terrain de meneur, d'arrière, d'ailier ou d'ailier fort, de pivot, de tireur à 3 points, de tireur à 2 points. Et donc vous aurez vu la parfaite transition que je fais avec Sylvain Lautier qui va nous parler après. C'était très fort, hein, merci. Et simplement pour juste terminer, je respecte mon temps, monsieur le directeur général adjoint. Un petit mot pour de penser à Christian Rabot, que j'ai succédé, qui a pris un poste important au niveau d'une direction centrale à Paris, qui est actuellement en train de subir un certain nombre de transformations ministérielles. Et puis un petit mot aussi à notre doyen Marc Braun, mon cher Marc. Tu m'avais accueilli il y a quelques années comme ton vice-doyen pour ton premier mandat. Je garde un très bon souvenir. Je pense que ça sera tes présentations, tes derniers vœux dans ce cadre. Et donc, je voulais te transmettre mon amitié. Merci beaucoup. Très bonne année 2024. Un grand merci, Monsieur le Président de CFE, cher Marc. Merci pour la transition habile qui me facilite la vie. Merci aussi de me permettre de progresser sur le contrôle du temps. Et je vous propose donc maintenant de passer à un intermède, à un regard, un pas de côté sur l'extérieur avec Sylvain Lautier, donc. Oui, tout à fait, venez. Donc, je ne le présente plus, j'imagine, localement. Donc, le coach plus Luc, et puis c'est un retour depuis 2021, mais qui s'était brillamment illustré au début des années 2000 et qui est l'un des rares entraîneurs français à qui le basket français doit une victoire en Coupe d'Europe. Merci. Bonjour à tout le monde. Je suis heureux d'être parmi vous. Je suis désolé d'être en survêtement. Je pensais qu'il y aurait un peu plus de blouse blanche, mais bon, il n'y a que moi qui suis en tenue de travail. Donc, merci pour l'accueil. On m'a demandé de faire une intervention sur le faire équipe, travailler ensemble. C'est un vaste sujet. Pas si simple que ça à répondre. On m'avait donné 20 minutes, j'essaierai d'écouter un petit peu pour rééquilibrer le timing. Les comparaisons ne sont pas évidentes, même si on a du stress de jouer devant 6000 personnes tous les samedis.
C'est vrai qu'il y a du stress parce que les gens aussi, parce qu'il y a l'objectif de gagner, de faire mieux que la dernière fois, d'essayer d'inverser les cours des matchs. Mais c'est pas évident de jouer devant 6000 personnes. Mais je pense aussi, ça c'est un stress. Mais avec beaucoup de modestie et beaucoup de sincérité, je pense que vous avez beaucoup plus de responsabilités que nous, parce que tous les jours, vous devez sauver des vies humaines, et ce stress-là doit être 100 fois plus grand que le nôtre qui est de jouer devant 6000 personnes, et je pense que c'est vous qu'il faut applaudir et pas le simple basketteur que je suis en me présentant devant vous. Donc, bravo à vous et bravo pour tout ce que vous faites au quotidien. On essaye, alors le lâcher prise est pas toujours évident pour les responsables. Hein. On lâcher prise, je mange avec le stress. Il y a des coachs qui jouent au casino, il y a des coachs qui boivent, il y a des coachs qui fument, il y a des coachs qui ont des maîtresses. Et moi, je dis à ma femme que manger, c'est peut-être le moins pire de tous les... Voilà. Mais je me demande aussi, parce que ça ne doit pas être très évident pour vous, d'avoir un lâcher-prise, d'avoir à un moment donné, il faut décompresser, et je suis sûr que vous êtes absorbé autant que moi quand vous rentrez à la maison par votre travail et par la pression, parce qu'il y a des objectifs, je vous l'ai dit et je le dis sans fausse modestie, autrement plus importants que celui d'être simple sportif. On essaye de temps en temps, dans le basket, d'inverser les rôles. Le meneur de jeu, toute la semaine, il mène, il essaye d'organiser, il a un rôle clé, il a un rôle central. On a eu notre meneur de jeu qui a été blessé pendant 3 semaines, on a souffert. Donc on essaye que le meneur de jeu, qui est toujours centré sur les autres, de temps en temps, ait un moment où il peut se centrer sur lui-même. Donc on inverse des fois les postes de jeu pour permettre de lever la tête du guidon. Parce que je pense que c'est important de ne pas toujours être sous pression et que de temps en temps, il faut décompresser. Je suis arrivé à haut niveau grâce au mentoring. J'ai eu la chance de commencer mon métier de coach de haut niveau à Levallois dans les années 87. J'avais un coach d'expérience qui avait 54 ans, qui m'a appris à rester concentré sur l'essentiel et pas aller trop dans les détails. Et ça nous a évité, en tant que jeune coach, des embûches ou de se tromper, de faire fausse route. Bon, le parallèle est encore raté avec vous parce que d'aller dans le détail, vous êtes obligé d'aller dans le détail et sans ça, il y a des vies humaines qui peuvent être mises en péril. Mais moi, dans le quotidien d'une équipe sportive, je ne suis pas toujours dans le détail parce qu'à un moment donné, il y a l'expression voir le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, et que lorsqu'on est toujours dans le détail dans le sport, ça devient toujours le verre à moitié vide. Or, un entraîneur doit être entraînant. Et si vous êtes toujours sur des choses négatives ou sur des détails, ben, vous êtes moins entraînant. Et je pense que c'est important, sauf que je vous répète, vous aussi, vous avez l'obligation d'être dans le détail et je n'ose pas imaginer qu'est-ce que ça doit être de manager une équipe où on est obligé d'être toujours dans le détail, on est obligé d'être très précis et je pense que ça doit être des fois compliqué à faire au quotidien. Votre niveau d'exigence est important, hein, mais il faut de temps en temps dire au groupe, à vos équipes, de temps en temps on le fait, à quel point on les aime, à quel point on les respecte, parce qu'on ne peut pas toujours être négatif, il faut apporter des points de positif au quotidien. Hein. Comme avec vos femmes, comme avec vos maris. Hein. Ne pas oublier de le dire, qu'on les aime. Moi, je me disais, est-ce que vous faites des séances de management? Moi, je ne sais pas si vous en faites beaucoup. Quand je regarde les épisodes de la série Urgence, j'ai des doutes, hein, mais bon, c'est quelque chose qui est important parce que j'imagine que des fois, on se retrouve à gérer des équipes sans avoir pratiqué. Or, il n'y a pas de vérité vraie, mais je pense que l'expérience permet d'éviter certaines embûches.
Oui, je disais, il n'y a pas qu'un seul chemin. On doit faire avec sa personnalité. Moi, j'ai une personnalité un peu ronde, un peu joviale, et j'essaye de faire passer beaucoup de messages par l'humour. Et j'essaye aussi d'apprendre aux joueurs à ne pas écouter comment je raconte, comment je donne mes directives. J'essaye d'apprendre aux joueurs d'écouter et de suivre, d'écouter et d'être vraiment concentré sur ce que je dis, pas de la manière. Alors moi, je le dis je donne des directives avec beaucoup d'humour. Il y en a d'autres qui donnent des directives avec beaucoup de froideur, avec beaucoup de dureté. L'essentiel, c'est que les joueurs écoutent la directive qui est donnée. Je vais vous raconter une petite anecdote. Vous avez parlé tout à l'heure de la Coupe Korak, la Coupe d'Europe qu'on avait gagnée en 2002. C'était vraiment très compliqué dans la préparation du match. On était parti à Moscou, on jouait à Rostov, on s'était levé 2 fois à 5 heures du matin, on avait beaucoup de choses, on avait la vidéo, on avait le petit déjeuner, on jouait à 16 heures de l'après-midi. C'était vraiment une grande organisation et on avait des joueurs qui étaient fatigués. On avait vraiment planifié tout. Telle personne s'occupait de 3 joueurs, telle autre personne s'occupait de 3 joueurs. On avait fait vraiment une réunion très précise la veille pour bien gérer l'emploi du temps. Et je ne vais pas dire que ma femme, c'est Madame Colombo, mais à 5 heures du matin, heure de Rostov, ma femme appelle et me dit « Tu as oublié ton costume ». Je dis « Non, j'ai le dessus du costume ». Pourquoi je vous raconte cette anecdote-là? Parce que ça m'a mis en bazar toute la journée de la finale d'Europe. Et j'avais effectivement mon costume avait glissé du porte-costume. Et ça m'avait mis dedans. Et je vous dis, j'ai tiré une leçon de ça. On ne peut pas coacher, on ne peut pas encadrer d'autres personnes si on n'est pas prêt soi-même. Avant de penser aux autres, il faut d'abord penser à soi. Est-ce qu'on est déjà bien en place? Est-ce qu'on est bien calé mentalement? Est-ce qu'on est prêt à gérer? Est-ce que nous-mêmes, on est prêt mentalement? Et il faut bien s'organiser. D'abord penser à soi et après on pourra coacher, on pourra manager les autres. Voilà. J'ai une voix qui est usante. Hein, j'ai une voix, je suis un peu type coach gueulard, excusez-moi de l'expression primaire. Donc je peux être usant, quelqu'un qui fait que gueuler, qui fait que râler, peut être quelqu'un d'usant. Et pour éviter d'user mes joueurs, on a des adjoints et ces adjoints font les mises en place, gèrent une partie des entraînements et moi je me concentre sur l'essentiel. Comme ça, je n'use pas ma voix n'est pas usée parce que je suis un peu mèche courte, je peux m'énerver assez rapidement. Et pour éviter de m'énerver constamment, pour éviter d'user ma voix, j'utilise beaucoup les adjoints qui donnent qui prennent le relais et qui me permettent d'être plus écouté que si j'y étais au quotidien et constamment avec eux. Voilà. Oui, je me suis aperçu, j'ai vécu malheureusement beaucoup dans les hôpitaux depuis 2 ans. Hein, j'ai perdu ma mère, ma belle-mère, ma sœur en 6 mois. Je me faisais de temps en temps, quand je regardais, parce que j'étais dans les salles d'attente, je regardais avec attention le mode de fonctionnement, qu'est-ce qui se passait. Et je vais vous raconter pourquoi. Quand je fais des interventions en entreprise, souvent j'utilise la fiche de la bête, le bon et le truand. Et dans une équipe, c'est pareil, il y a la bête, le bon et le truand. Et souvent, il y a des joueurs, en fonction des postes, les traits de caractère des joueurs correspondent à leur poste. Le joueur qui est intérieur, c'est souvent celui qui va à la guerre, c'est souvent celui qui met les coups, c'est souvent celui qui fait le sale travail. Le shooter, c'est comme le gardien de but au football, c'est souvent les garçons un peu centrés sur eux-mêmes, un peu selfish, un peu centrés sur eux-mêmes. Et puis, il y a le meneur de jeu. Et j'ai remarqué, je ne dirais pas lesquels, hein, qu'il y a souvent un parallèle. Je pense qu'on peut faire le même parallèle dans tous les corps de métier que vous avez. Je me suis dit, je l'ai vraiment vécu, je ne le dirai pas de vive voix, bien évidemment, j'ai vraiment vécu que le fait qu'il y a certains corps de métier qui ont certains traits de caractère, et parce que je vous le dis, j'ai vécu quasiment 2 ans dans les hôpitaux constamment,
Et j'ai remarqué qu'il y avait des traits de caractère en fonction des postes que vous aviez. Ça me faisait sourire. C'était un petit parallèle que je me permets de faire. Je ne dirais pas qu'il était le truand, hein, bien évidemment. Hein. En fait, la chose qui est importante, c'est comment on constitue une équipe. C'est là où c'est le moment clé pour le coach. Le coach, 80% de la saison se joue pendant le recrutement. Et on apprend tous les jours. C'est un métier où on est remis en question au quotidien, mais c'est un métier aussi où on apprend tous les jours. Ça fait 2 ans que je me plante un petit peu, excusez-moi du terme, ou que je me rate sur le recrutement sur un poste qui est le poste de shooter. Le poste de shooter, c'est un garçon qui prend des responsabilités, surtout ce qui tire à 3 points. Et ça fait 2 ans que je me trompe, et je me dis, une fois, ça peut arriver, 2 fois d'affilée sur le même poste, parce qu'on se trompe toujours dans le recrutement. Il n'y a pas de science exacte, on essaye d'éviter le maximum les erreurs, mais 2 fois sur le même poste, je me suis remis en question et je me suis dit, mon anglais ne doit pas être bon parce que c'est souvent avec les joueurs étrangers que je me suis trompé. Mais en fait, je pense qu'il faut que j'ai fait des erreurs de précision. C'est-à-dire dans la définition du poste, le poste, je ne l'avais pas bien défini. Et quand j'ai les échanges, parce qu'on a souvent des échanges par WhatsApp ou en visioconférence avec les joueurs qui sont aux États-Unis, qui sont au Brésil, je me suis dit, j'ai fait une erreur et je ne la reproduirai pas. Ça veut dire qu'on apprend, c'est un métier passionnant parce qu'on apprend tous les jours. L'erreur, c'était de ne pas poser la question, est-ce que vous êtes prêt à assumer d'être mauvais ? Parce que le rôle de shooter, les Américains ont utilisé l'expression do or die, et en fait, c'est très dur à porter. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est où on est le roi du pétrole, où on est le roi de ce que vous voulez. Et donc, je pense que j'ai exprimé mal les choses et que la définition du poste que j'avais du shooter n'était pas bien posée, ou que mon anglais n'était pas toujours très bon. Voilà. Dans une équipe, il y a souvent des joueurs qui peuvent vous prouver, ils veulent vous prouver qu'ils peuvent faire plus que ce que vous attendez. Ils veulent toujours prouver plus. Et ça, c'est compliqué à gérer dans le sport. Je ne sais pas, dans votre domaine à vous, c'est toujours compliqué de réussir à faire entrer les joueurs dans des rôles précis. Et on y arrive de plus en plus dans le sport par l'individualisation. Au début, vous aviez un coach, il y a 20 ans, quand j'ai gagné à Corac, il y avait un coach et un adjoint. Maintenant, vous avez un coach, 2 adjoints, un préparateur physique et vous avez quelqu'un dans le développement individuel. Le développement individuel ou les entretiens individuels sont essentiels dans le sport parce que faut pas toujours être consommateur quand on est, je pourrais vous dire, oui, il faut que les gens restent dans leur case. Et si vous faites ça, vous leur donnez pas de visibilité, vous leur donnez pas d'objectif. Et ils vont avoir envie de vous prouver autre chose. Non, ce qu'on fait, nous, actuellement, beaucoup, on a beaucoup d'entretiens individuels, on a le développement individuel. Ça veut dire quoi, le développement individuel? Ça veut dire qu'en travaillant sur les faiblesses des uns et des autres, des joueurs que l'on a à disposition, on est en train de leur montrer les limites. Et on est en train de leur dire, attention, tu as des limites actuellement, joue sur tes points forts, mais on travaille aussi sur tes points faibles pour te permettre d'avancer. Hein, c'est un métier particulier. Moi, coach, malheureusement, c'était il y a 20 ans la Coupe Corac, mais moi, chaque année passée, une année de plus. Le métier de joueur de basket, chaque année passée, les rapproche de la fin. Donc, c'est une pression terrible. C'est une pression où ils n'ont pas de temps à perdre. Hein. Ils doivent passer de la 6e à la terminale. Plus vite ils passent de la 6e à la terminale, mieux c'est. Il ne faut pas qu'il fasse 6 ans pour passer de la 6e à la terminale. Il ne faut pas qu'il redouble. Il faudrait qu'à la limite, pour arriver à très haut niveau, il passe de la 6e à la terminale en 5-6 mois. Et c'est un métier à pression. Il y a un compte à rebours, il y a un petit sablier. Et ce n'est pas évident pour eux, parce qu'il faut toujours se mettre à la place des gens. Et ce n'est pas toujours évident pour eux de vivre ça. Or, comment on fait maintenant? Je vais être un peu le vieux de service, ou le vieux con de service, excusez-moi encore un peu cette familiarité. C'est pas évident. Il y a une nouvelle génération qui arrive, où ils ne sont pas toujours ponctuels, où ils n'arrivent pas toujours à l'heure, où ils ne sont pas constants.
sont pas constants dans l'effort. Mon prof de philo avait mis constant en ânerie, mais j'étais au moins constant quelque part. Et les jeunes joueurs de basket sont pas toujours constants. Et il est important d'avoir des relais. Dans la constitution des équipes, je vous ai parlé de le moment important de la saison, c'est bien constituer l'équipe. Il est important dans le vestiaire, il est important d'avoir des guides. Alors, il faut des relais ou c'est des guides, appelez ça comme vous voulez. Et on a 2 capitaines à Nancy exceptionnels qui font un travail fabuleux dans l'accompagnement des jeunes joueurs et dans l'accompagnement des joueurs étrangers. Parce qu'on a des joueurs étrangers qui viennent gagner de l'argent, qui viennent pas pour gagner, qui viennent pas. Nancy ne savait pas avant de venir. Surtout les Américains ne sont pas toujours très bons en histoire, ne sont pas toujours très bons en géographie. Ils arrivent, ils sont parachutés et ils viennent consommer et faire leurs statistiques. Et il est important, je pense aussi que dans vos équipes, vous avez ça, d'avoir des relais, des joueurs, des gens cadres, des gens majeurs sur lesquels vous puissiez vous appuyer. C'était une petite remarque. Nous, on a 2 capitaines superbes qui guident vraiment les choses. Et je vais pas regarder le temps, je dois être à 10-12 minutes à peu près, c'est ça, voilà. Mais je vais aller, on travaille de plus en plus en staff. Je vous ai dit, l'encadrement s'est étoffé. On travaille de plus en plus en staff. Et je pense que vous avez été avant-gardiste là-dessus. Au niveau médical, au niveau hospitalier. Vous avez travaillé 10 ans avant nous sur des notions de staff. Et nous, on est en train de découvrir, comment ça fonctionne. Et on est en train de découvrir comment bien communiquer, parce que de temps en temps, c'est un téléphone où la parole, la ligne directrice se perd. Et on est en train de découvrir quelque chose que vous avez fait 10-15 ans avant nous, et je suis encore admiratif. Voilà. Je voudrais vous remercier pour votre écoute. J'ai essayé de récupérer le temps. Je voudrais remercier les gens qui ont accompagné mes membres de la famille, parce que c'est un métier dur quand même, dur mentalement, de voir des gens qui décèdent. Je ne parle pas pour moi, c'est le cours de la vie. Malheureusement, c'était des personnes dans le cours de la vie, mais je pense aux gens, les infirmières, les docteurs qui vivent ces expériences-là quotidiennement. Je suis admiratif de votre travail et je voulais vous remercier et vous remercier pour votre écoute. Merci beaucoup pour ce pas de côté éclairant. Merci beaucoup aussi pour le travail d'équipe sur le contrôle du temps. Alors, nous allons maintenant accueillir Catherine Muller. Donc, Catherine Muller, qui est notre nouvelle coordinatrice générale des soins. Nouvelle sur cette fonction où elle succède à Sandrine Joret, mais pas nouvelle dans l'établissement, dans la mesure où Catherine est vraiment une pièce maîtresse de la formation, était une pièce maîtresse de la formation dans l'établissement ces dernières années, avec ses responsabilités au sein des écoles, et notamment de l'IFSI, mais également à l'université. Et aujourd'hui, elle va nous faire bénéficier, dans ses nouvelles fonctions, de cette expérience en matière de formation et de connaissance des jeunes générations. Catherine, bienvenue. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers collègues et invités, c'est vraiment aujourd'hui avec une immense joie que je me tiens devant vous à l'occasion de cette cérémonie des vœux. Et d'ailleurs, je profite de ce moment pour remercier Arnaud Manès et l'ensemble de l'équipe pour leur invitation à cette prise de parole et à m'inclure dans ce collectif et à pouvoir m'exprimer devant vous aujourd'hui, d'autant plus que, comme vient de le dire Monsieur Bruno, ça fait quelques jours que j'occupe la fonction. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter à tous, à chacun d'entre vous et à tous, mes vœux les plus sincères pour l'année à venir, vœux de santé, de réussite dans vos projets personnels, familiaux, professionnels. Et vraiment à chacun, je vous souhaite une belle année à la hauteur de vos attentes et sinon, en tout cas, de belles surprises, des petits et des grands bonheurs. Car l'année qui vient de s'écouler, on en a parlé, a été de nouveau une année riche en défis et en événements marquants, une suite un peu des années précédentes de crises, de difficultés. Mais chacun et tous ensemble, ces défis ont été relevés, des situations complexes ont été solutionnées
Et elles étaient souvent imprévisibles et elles ont su trouver leurs solutions par le collectif qui nous anime, par nos valeurs, par nos engagements, mais aussi par les relations qu'on sait créer chacun, tous, les uns les autres, quels que soient nos métiers, nos fonctions, nos grades et nos qualités. Nous avons tenu le cap tous ensemble, maintenu des filières de prise en charge fortes, participé à chaque défi qui se présentait, trouvé des solutions pertinentes. Et chacun d'entre vous, voilà, chaque matin, se lève pour réaliser un travail essentiel, complémentaire de celui de son voisin, mais aussi en unité, ensemble, de celui de son collègue. Et chacun, chacune et tous ensemble, vous le faites avec une robustesse et une résilience qui sont à noter et qui sont considérables. Je vous en remercie vraiment du fond du cœur. En ce moment solennel, donc, je tiens à exprimer toute ma gratitude pour toutes les personnes ici présentes, mais aussi en visio, qui contribuent chaque jour et avec succès à la renommée de cet établissement. Grâce à votre professionnalisme, votre dévouement quotidien et renouvelé, vous assurez l'accueil de toutes les personnes qui se présentent à la porte du CHU et des établissements en direction commune. Vous trouvez des solutions, vous écoutez les patients, vous prenez le temps de cultiver ce qui fait l'essence de tous nos métiers et le choix de ces métiers à un moment donné dans notre vie, celle de l'humain. L'attention individuelle, le soutien, l'empathie, la mise en place d'un environnement favorable à la prise en charge, aux soins et à l'accompagnement, mais aussi à vos environnements de travail, sont autant de capacités et de compétences que chacun, chacune d'entre vous est amené à développer tout au long de sa vie professionnelle. Et c'est là que nous arrivons à le mot qui effectivement porte une grande part de mon activité et qui, pour moi, est le socle de tous nos parcours professionnels. C'est l'axe majeur qui guide nos actions et nos choix, la formation. Parce que se former, c'est grandir. C'est se dire qu'on souhaite avancer, on souhaite apprendre, on souhaite vivre d'autres expériences, on se lance et on se dit, allez, je vais faire des études à l'IFSI ou je vais me former, prendre une passerelle et passer par l'université. C'est faire le choix de l'avenir et croire à un moment, se dire, oh oui, je suis capable, même si on va avoir des périodes de doute. Et pour les décideurs, aider quelqu'un dans sa formation, c'est croire en ses capacités de solution et des apports qui va voir se former, c'est obtenir souvent son premier diplôme, son premier métier, mais aussi maintenant son deuxième, son troisième, pour voir arriver la fin de carrière. D'ailleurs, je prends l'exemple, je salue ici la plus ancienne étudiante actuellement en formation dans cette IFSI. Elle a 58 ans. Et dans 2 ans, elle recevra, je lui souhaite, dans cette même salle, son diplôme. Et elle ne sera pas à la veille de sa retraite, mais elle sera à l'aube de sa nouvelle carrière professionnelle. La formation est un investissement, un pari sur l'avenir. Ça veut dire qu'on voit en chaque être humain ce qu'il est capable d'apprendre, vers quoi il va évoluer. Il est apte à choisir son chemin, son évolution, son parcours de vie, et il s'inscrit comme ça dans un processus évolutif. L'établissement, le CHU, est un lieu de formation. L'université est un lieu de formation. Nous sommes ici au cœur de tout ce qui nous porte. C'est-à-dire que pour soigner, pour accompagner, pour prendre en charge, en soin, pour prévenir les maladies, il nous faut être chacun, chacune formés. Et ce mot prend diverses possibilités et nous permettent d'accompagner parfois des gens vers des futurs métiers, comme ça a été l'exemple ces 4-5 dernières années de celui des IPA, puisqu'actuellement 30 IPA travaillent au sein du CHU et des directions communes et on apporte là leurs toutes nouvelles compétences, ce nouveau métier dans des parcours de soins et au bénéfice de tous les patients pris en charge. Alors, vous le savez, la formation est un socle au CHU. Nous avons 9 écoles et instituts, plus de 1200 étudiants paramédicaux qui se forment en interne, 1000 étudiants en médecine, 2500 périodes de stage qui sont créées pour lesquelles nous accueillons tous les métiers possibles et imaginables, que ce soit de France ou même de toute l'Europe.
Les formations vont du niveau infra-bac à bac+5 et à l'université beaucoup plus. Et c'est ainsi que plus de 7800 départs chaque année sont accompagnés par le CHU vers la formation. Le CHU n'est pas tout seul, j'ai cité l'université, mais il y a aussi le soutien du Conseil régional Grand Est dans les écoles et instituts, l'ARS pour tous les projets et les innovations, et on ne manque pas d'idées, comme vous le savez, avec par exemple l'IFSI de la deuxième chance, des parcours des aides-soignants, peut-être qui veulent se former pour devenir infirmiers, enfin bref, toute une pépite et une marmite bouillonnante de bonnes idées et qui sont prêts à valoriser ces parcours. Se former au CHU, c'est bénéficier ainsi de l'engagement permanent des équipes de la formation continue, des directions, des ressources humaines, de la qualité et de la direction des soins, chacun étant investi dans ses domaines d'avenir, mais aussi parfois dans des nouveaux métiers. Et vous le savez, de grandes réformes s'annoncent pour les infirmiers, mais aussi pour d'autres, et peut-être des évolutions de périmètre d'exercice. Nous saurons les accompagner. Se former, c'est donc possible tout au long de la vie, pas d'âge limite. Et notre établissement, pour cela, est vraiment tourné vers l'avenir. Nous continuerons à investir dans ce bien, vous l'aurez compris, très précieux, qui coûte, mais en fait, il coûte le temps du tutorat, le temps du mentorat, mais il rapporte tellement à côté, à ceux qui accompagnent et à ceux qui ainsi progressent. Et ceci, vraiment au bénéfice de tous les soins qu'on va pouvoir apporter et à tous ceux qui en ont besoin. C'est notre vocation, notre mission de santé publique et notre ADN qui nous permet ainsi d'assurer la permanence des soins et la qualité permanente des prises en charge. Je m'engage donc ici devant vous à être un soutien indéfectible à cette politique volontariste et à favoriser son déploiement. Je serai présente chaque fois qu'un accompagnement sera nécessaire, qu'une idée germera dans un cerveau fertile, que quelqu'un fera part d'une envie de participer, d'une envie de créer quelque chose, afin que chaque professionnel, chaque collectif, paramédical, médical ou autre, ensemble, on puisse avancer vers ces métiers. Et c'est donc ici les infirmiers spécialisés, les aides-soignants, tous les personnels de rééducation et médico-technique, les cadres apprenants qui sont très investis dans leur futur métier, les cadres supérieurs et tous ceux qui en émettront le souhait, qui pourront compter sur mon engagement dans le renforcement des dispositifs existants et ceux à venir, pour le plein bénéfice, bien entendu, des personnes que nous allons accompagner. Donc, mesdames, messieurs, en conclusion, chers collègues, je suis très fière vraiment aujourd'hui d'être présente parmi vous pour cette cérémonie des vœux au sein d'un établissement qui m'a accueillie ici il y a très longtemps, on ne va pas dire, voilà, en tant qu'élève infirmière avec mon petit bonnet et tablier, le CHU qui attend de ses agents certes un niveau d'exigence, mais qui est aussi à la hauteur pour les accompagner vers ces exigences et qui fait preuve d'une volonté constante de miser et d'assurer la formation de ces personnels pour que le travailler ensemble soit le socle aujourd'hui et demain de tous nos projets et riche d'un avenir intéressant et pertinent. Un grand merci à vous. Merci Catherine pour ces vœux et ce bel engagement en faveur de la formation. Alors la formation, nous allons continuer sur cette thématique avec le professeur Marc Braun, donc doyen de la faculté de médecine de Nancy. Si je continuais à filer les métaphores sportives, je pourrais parler de pilier, pivot de la formation médicale à l'échelle de la Lorraine, voire au-delà, de par ses responsabilités. Mais je sais aussi que j'ai affaire à un cycliste émérite et un grimpeur. Et donc, je pense plutôt qu'on est sur un des leaders du peloton. C'est Marc Braun qui nous entraîne, qui entraîne le peloton, donc, dans la rude tâche aujourd'hui de la formation des professions médicales de demain. Marc. Francis. Madame la directrice de l'ARS, Monsieur le maire, président du conseil de surveillance, cher Mathieu, Monsieur le directeur général du CHU de Nancy, Monsieur le président de la commission médicale d'établissement, cher Marc, Madame la directrice de cabinet représentant la présidente de l'université,
chère Hélène, messieurs les doyens, Raphaël Buvan et Katsuyo Yakuzawa, mes chers amis du campus santé, messieurs et madame les directeurs adjoints du CHU, chers collègues et amis, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, je vous remercie de me donner pour la dernière fois l'occasion d'exprimer mes vœux d'encouragement à l'ensemble du personnel du CHRU de Nancy, car une fois encore, l'année écoulée a montré combien l'institution du CHU est un organisme complexe et sensible, composé d'hommes et de femmes dont le travail en commun permet la réussite de tous. Par ma voix, je porte et je remercie l'action des collègues hospitalo-universitaires, titulaires ou non titulaires, mais c'est surtout pour moi l'occasion devant vous de remercier l'ensemble du personnel du CHU, aides-soignants, infirmières, praticiens hospitaliers, assistants, qui ont participé à la formation classique des étudiants des facultés de santé, qui ont la charge et qui ont eu la charge de leur permettre d'acquérir des compétences indispensables à l'exercice futur de leur métier de soignant de la population lorraine. Je porte également la voix des étudiants, futurs professionnels, pour les remercier de leurs efforts quotidiens à devenir de futurs médecins, mais aussi remercier, et je le referai devant les services de la faculté, ces services associés des facultés de médecine, pharmacie, odontologie, les équipes pédagogiques des départements universitaires de maïeutique, de l'école d'orthophonie, du département d'ingénierie de la santé ou du département universitaire lorrain des professions de santé, qui ont eu tous, en association avec la direction des affaires médicales du CHU, mais aussi dans les institutions publiques et libérales, contribué à former nos étudiants. Un mot sur notre département universitaire lorrain des professions de santé. Il a été une véritable innovation, véritable interlocuteur entre l'université et les services centraux des ministères, mais aussi très marqueur d'une relation de confiance entre les équipes dirigeantes du CHRU et ceux de la faculté, pour structurer une transition universitaire des formations en santé. Je salue ici le travail pionnier de Catherine Muller et d'Emmanuel Moussy, mais aussi des messieurs Gouilly et de Haussmann. Être visionnaire est une position difficile et beaucoup reste à faire avec le GCS. La réussite annoncée des formations en IPA est à saluer et je voudrais ici souligner la force de caractère qu'il faut. Catherine Muller vient d'en parler, pour reprendre des études, se mettre en situation d'inconfort pour changer finalement sa perspective professionnelle. Et je voudrais les remercier de nous avoir fait confiance dès le début, lorsque nous avons créé les premières formations. Et j'adresse bien sûr mes vœux très sincères de réussite à Catherine Muller dans ses nouvelles fonctions. Et j'en veux un peu notre directeur général de nous l'avoir soustrait, mais je pense que c'était pour le bienfait de tout. J'ai une pensée particulière au personnel soignant et administratif du CHU, mais également aux institutions partenaires qui nous aident tous les jours par leur professionnalisme, leur attention, mais aussi dans le respect de la réglementation, à faire grandir ces étudiants, médecins, pharmaciens, dentistes, sages-femmes, orthophonistes, kinésithérapeutes, techniciens, ergothérapeutes et infirmiers, à devenir des professionnels. Car nous avons tous compris que la formation faisait partie de l'ADN d'un CHU. C'est même une des conditions de son existence, et que la qualité de la formation est une composante à part entière de la qualité des soins. Ce qui nous réunit tous les jours, c'est la conviction profonde de notre rôle social, de cette place si forte que nous occupons dans la cité. Cette place n'a échappé à personne, et en particulier pas à la population, à qui nous devons le meilleur soin possible, la meilleure organisation et les meilleurs professionnels possibles. Notre place est forte, car les décisions que nous prenons en la matière influencent la santé de nos concitoyens de Lorraine. Et d'ailleurs, cette année 2024 verra éclore un projet très spécial, celui de l'IHU Infinity. Il représente une forme d'aboutissement, ou plutôt la consécration d'un effort ancien, persévérant, de haute qualité, qui fait des équipes de recherche associées au CHRU conjointement avec l'université et portant la recherche clinique à un niveau d'excellence dans l'Hexagone et dans les cénacles internationaux. L'IHU devient donc notre pavillon maître, mais il ne saurait masquer tous les autres programmes de recherche dans des thématiques différentes où nous sommes leaders, cardiovasculaires,
métabolique, génétique, nutrition, imagerie, thérapie cellulaire, instrumentation, radiothérapie vectorisée et futur et bientôt cancérologie pulmonaire et ischémie cérébrale. Mais également en santé publique, car nous avons la grande fierté d'avoir une nouvelle équipe INSERM sous la direction de Madame le professeur Agrigny. Je signale également combien le nouveau bâtiment de l'IRIS matérialisera cette ambition partagée entre le CHU et ses équipes de recherche. À partir de cette année va s'engager un processus de rapprochement avec le CHR de Metz-Thionville, projet qui conduira à un partenariat plus intense, clinique, en recherche, et je ne doute pas universitaire, avec un nombre croissant d'équipes. Il dépendra de l'engagement, de l'ambition partagée des équipes de même spécialité, dans les deux établissements, de partager cet avenir commun. Je suis sincèrement persuadé que cette ambition commune de proposer à la population lorraine une offre publique de haut niveau en associant des équipes distantes de 50 km et dont la consécration universitaire pourra matérialiser l'excellence de cette offre de santé. Alors je signale à Sylvain Loussier que nous jouons, nous, tous les jours, devant 2,31 millions de concitoyens de Lorraine pour nos activités de recours et que ceci nous engage très fortement. Marquant cette journée, je voudrais conclure en vous disant combien j'ai été un doyen heureux d'avoir participé aux travaux des équipes autour de Bernard Dupont depuis 2014, mais aussi des équipes successives, des commissions médicales d'établissement, autour de Michel Clodon, dont je salue la mémoire, et aussi autour de Christian Rabot, invraisemblable victime de la dureté coutumière des fonctionnements des services centraux de l'État, mais aussi de l'actuelle équipe autour de Marc de Bouvry, avec qui j'ai une connivence de longue date, il l'a dit. Je vous adresse pour 2024 mes vœux très sincères de partage, en étant confiant que les valeurs communes vont prévaloir dans notre organisation et que nous sachions collectivement nouer des liens et favoriser les réseaux de travail collaboratifs au sein des différents GHT de Lorraine. À tous, je vous souhaite une année sereine, une bonne santé pour vous et vos proches, un meilleur équilibre entre nos vies professionnelles et personnelles. J'espère que l'année 2024 vous offrira beaucoup de ces petits instants de bonheur qui font le sel de la vie. Je vous réitère mes très sincères remerciements pour tout le temps que vous avez passé à former les étudiants à devenir de meilleurs professionnels. Je voudrais aussi remercier tous ceux dont j'ai croisé le chemin professionnel pour m'avoir fait grandir et m'avoir fait le cadeau de m'enrichir. Merci. Merci Marc pour votre rôle majeur, capital dans la formation, dans la recherche et bien au-delà dans la vie de l'établissement. Alors maintenant, je souhaite accueillir à ce micro Mathieu Klein, le président du conseil de surveillance, pour continuer sur le sport. Dans toutes les grandes aventures sportives, il y a un président fédérateur. Merci. Merci. Courage, je suis l'avant-dernière station avant le buffet qui vous attend. En tout cas, je suis très heureux d'être avec vous toutes et vous tous. Je vous salue. Je ne reprends pas l'admirable liste protocolaire que Marc Braun vient de souligner. J'ajoute les élus ici présents, la première vice-présidente de la région Grand Est, Valérie Debord, Dominique Potier, qui est députée de Meurthe-et-Moselle, mes collègues maires et présidents de conseil de surveillance, Henri Lemoine et Al Darman, à Pont-à-Mousson et à Toul, et vous toutes et vous tous. Alors, la cérémonie de vœux est un moment à la fois traditionnel, incontournable, mais je veux vraiment dire aussi que c'est en 2024 une étape assez déterminante que le CHRU s'apprête à franchir. Nous allons rentrer dans le vif du sujet avec la désignation de l'équipe lauréate du projet du nouvel hôpital de Nancy, entrer dans le vif du sujet de ce qui va se dessiner très concrètement dans les années qui viennent. Et pour vous, pour nous, pour vous soignants, pour nous élus, et derrière les élus, les habitants de nos territoires, en tout cas à Nancy et dans le Grand Nancy, c'est aussi une grande transformation urbaine de la ville qui s'annonce au fil des 10 prochaines années
des déménagements successifs des équipements qui sont ici sur ce quartier, Saint-Pierre-de-Bon-Secours, le quotidien de nombre de Nancéennes et de Nancéens. C'est une très belle opportunité, mais qui doit d'abord répondre à un enjeu de santé. Disposer d'un outil performant qui regroupe sur le même site l'ensemble des équipements qui, aujourd'hui, par leur distance trop éloignée les uns des autres, ne contribuent pas à garantir toutes les chances aux patientes et aux patients pris en charge. Je pense notamment au domaine de la santé de la mère et de l'enfant. Arnaud, tout à l'heure, en donnait un exemple tout à fait éloquent. Pouvoir demain disposer sur le même site d'un hôpital d'enfants, de la néonatologie, d'une maternité de niveau 3, constituera, je le crois, une amélioration de la qualité de la prise en charge collective de la santé des Lorraines et des Lorrains. C'est aussi une nouvelle façon de dessiner l'avenir du plateau de Brabois. J'ai parlé des transformations à venir ici. Le plateau de Brabois va lui aussi évidemment être impacté de façon massive. Donc nous travaillons d'ailleurs activement en préparation de l'arrivée de l'hôpital à la refonte de l'échangeur de l'autoroute, l'échangeur de Brabois, qui est aujourd'hui déjà relativement, à certains moments en tout cas, inapte à remplir ses fonctions. Alors il imaginait avec des milliers de véhicules supplémentaires, et ça c'est garantir la chance de l'accès des patients qui viennent du sud de la Lorraine et du sud de la Meurthe-et-Moselle, et du nord aussi d'ailleurs, au plateau de Brabois et au CHU demain. C'est donc aussi un vrai effort de solidarité territoriale qui est à jour. Arnaud a salué, et je le fais à mon tour, la labellisation de l'IHU sur les Mickey, qui est pour nous une opportunité extraordinaire qui repositionne Nancy sur la carte de la France, de l'Europe et du monde. N'ayons pas de fausse modestie en la matière, car cette étape franchie donne à la fois cette double finalement responsabilité en pleine lumière, la responsabilité du quotidien, celle du soin de proximité, du soin de recours qu'évoquait Marc Braun à l'instant pour l'ensemble des Lorrains, et le rayonnement international d'un établissement qui peut, sur certaines pathologies, accueillir des patients dans un rayonnement beaucoup plus large, répondre dans l'interdisciplinarité, la collaboration interhospitalière à des enjeux qui sont des enjeux aujourd'hui de santé publique à l'échelle de tout un continent. Et c'est, je crois, une véritable fierté, une reconnaissance pour toutes les équipes qui y contribuent. Alors, il y a des projets qui sont mis en lumière, qui prennent la lumière. Et puis, il y a tous les autres qui la prennent aussi un peu moins, mais qui ne sont pas moins importants au quotidien pour vous. Et vous en êtes toutes et tous les actrices et les acteurs, et je veux vraiment vous en remercier. Les réponses du quotidien, elles sont trouvées aussi chaque jour en proximité. Je pense à l'intégration de la direction commune avec l'hôpital de Commercy. Je pense au soutien réaffirmé aux urgences du CHR de Mestion-Villamès, l'intégration d'un 5e EHPAD, celui de Thiaucourt, en direction commune avec le CHRU, qui commence maintenant à disposer d'une expertise en matière de gestion au-delà des soins de fuite et de réadaptation de la prise en charge du grand âge. Et nous savons, à l'heure des bouleversements démographiques qui vont là aussi être le quotidien chaque jour un peu plus de nos équipements, que la prise en charge du grand âge, le fait de pouvoir disposer d'une filière soins sociale, sanitaire et sociale cohérente, complète à l'échelle de tout le territoire, c'est une opportunité très importante de garantir un allongement de la durée de la vie qui soit un allongement de la durée de la vie en bonne santé. C'est un défi important dans une région comme la nôtre. Alors bien sûr, le contexte financier n'en demeure pas moins particulièrement délicat. La crise des recrutements, ça a souvent été évoqué, et les métiers du soin au sens très large du terme, les métiers du social au sens très large du terme, sont au cœur aujourd'hui d'une crise, j'allais presque dire éthique, mais qui sont aussi une crise, l'expression d'une crise aujourd'hui de l'insuffisante reconnaissance, malgré les efforts qui ont été faits ces derniers mois dans les suites de la crise sanitaire avec le Ségur, d'une insuffisante reconnaissance structurelle au long cours des métiers du prendre soin. Et je veux vraiment que cette année 2024 soit aussi, nous allons voir quelques heures, quelques jours, quels seront nos interlocuteurs en la matière, que cette année 2024 soit consacrée à la poursuite de la revalorisation des métiers du soin et de la santé. En tout cas, vous pouvez compter sur notre engagement en ce sens. Et puis, bien sûr, je ne pourrais pas terminer mon propos sans évoquer trois sujets importants qui vont là aussi faire l'objet de toute notre attention. D'abord, un sujet régional. L'année dernière, nous avons eu l'occasion de redire notre engagement
en faveur de l'universitarisation du CHR de Metz-Thionville. Marc Braun l'a rappelé à l'instant, mais une universitarisation adossée à un vrai projet régional. Les choses avancent, ont avancé, avancent. Virginie Quéré, que je salue, le sait et l'anime en lien avec Hélène Boulanger, la présidente de l'université. Nancy, Metz, Thionville ont un destin lié, un destin commun, parce que c'est un destin régional et c'est aujourd'hui un enjeu qui dépasse de loin, j'allais dire, les histoires anciennes. Donc, sachons saisir les suites de cette mission IGESR pour que Nancy, Metz, que toute la Lorraine en sorte gagnante. Le deuxième sujet, c'est l'hospitalisation à domicile. Là encore, j'ai eu l'occasion d'en échanger à plusieurs reprises avec la directrice générale de l'ARS. Il y a un vrai sujet aujourd'hui dans le cadre du PRS sur la refonte de la HAD en Lorraine et à Nancy et dans le Grand Nancy en particulier. Il faut une très grande vigilance pour ne pas déconstruire des organisations au seul motif de vouloir avoir des schémas et des organigrammes homogènes. Il faut que s'appuyer sur les ressources du territoire, elles sont nombreuses ici. Et puis évidemment, je termine par l'avenir de nos maternités. C'est un sujet pour les territoires, à Toul, à Lunéville et partout ailleurs. Un sujet de santé publique d'abord, et je veux d'abord le remettre dans cet ordre-là. Et c'est aussi un sujet pour le CHRU. Être l'établissement de recours qui vient, à chaque fois que c'est son devoir, sa responsabilité, soutenir des situations de crise, c'est normal. Mais lorsque le soutien se substitue en fait à l'organisation au long cours, c'est une réorganisation complète qui doit être là évoquée et invoquée. Et il y a un nouvel équilibre à trouver, et je suis sûr qu'on peut le trouver entre proximité, c'est très important, et les hôpitaux de proximité jouent un rôle majeur, et qualité des soins, avec le maintien évidemment d'une maternité de niveau 3 ici à Nancy, comme cette expertise de longue date, et avec un plateau technique suffisamment mobile et agile pour aller peut-être rayonner ailleurs, mais avec cette base nancéenne solide. Je crois que c'est aussi un des sujets sur lesquels nous allons devoir, dans le cadre du PRS, être ensemble vigilants. Voilà en style télégraphique, il me reste à vous souhaiter une très belle année 2024. Merci, Monsieur le Président. Donc, les soutiens apportés par l'ARS à notre action ont été cités par plusieurs intervenants. Et donc, le temps est venu de donner la parole et d'accueillir à cette tribune Madame Virginie Quéré, directrice générale de l'ARS Grand Est. Je suis la dernière station. Voilà, et on pourra ensuite profiter, mesdames et messieurs. Je tiens à vous saluer tous et toutes ce jour en vos grades et qualités. Mais surtout en tant qu'acteurs mobilisés au service de notre santé. Vous le savez, nous le savons, c'est un engagement essentiel à la vie quotidienne de chacune et de chacun de nos concitoyens. Et c'est un engagement que nous partageons tous. Alors, en ce début d'année, c'est avec un grand plaisir que je vous présente mes vœux les plus chaleureux pour 2024. Puisque l'occasion m'en est offerte, je voudrais insister sur l'articulation étroite entre vos actions au quotidien et notre projet régional de santé, en reconnaissant de votre engagement et de votre mobilisation au service de la santé de nos concitoyens. Ça me donne l'occasion, en cette nouvelle année, de vous exprimer ma profonde gratitude pour votre contribution au service de la santé publique. D'abord, souligner le lien étroit entre notre projet régional de santé et votre action au quotidien au service de la prévention. Vous l'avez vu, la santé publique et la prévention sont de nouveau au cœur de notre projet régional de santé pour les 5 ans qui viennent, centré sur les enfants de 0 à 16 ans et leurs parents. Mais ça n'épuise pas, bien entendu, notre champ d'action en matière de prévention. C'est un engagement fort également pour le CHRU et je voulais souligner devant vous que le maintien d'une bonne santé tout au long de la vie, qui est, vous le savez, au cœur du plan national de prévention et de promotion de la santé, il est mis en œuvre par les équipes soignantes du CHRU de Nancy à travers diverses initiatives, notamment des campagnes de dépistage, genre les murs, des actions d'information et de prévention, abordant des thèmes aussi variés que l'insuffisance cardiaque, les violences sexuelles, la dénutrition, et également des initiatives de vaccination qui visent les publics précaires et qui sont éminemment importants dans la saison qu'on connaît aujourd'hui. Un lien étroit aussi entre notre projet régional de santé et votre action au quotidien au service du lien entre écologie, développement durable et santé. Vous le savez, là aussi, mon engagement et celui de mes équipes sur cette thématique est majeur et j'en ai fait une des 4 priorités de notre projet régional de santé.
avec un accent fort sur la sobriété énergétique et la transformation des pratiques. Notre participation aux travaux nationaux pour la stratégie de transition écologique du système de santé se concrétise dans le PRS au travers de 7 objectifs spécifiques. J'en citerai un. Notre secteur de la santé, il s'est fixé l'ambitieux objectif de réduire de 5% par an ses émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2050. La feuille de route nationale de planification écologique du système de santé guide mon action, mais aussi la vôtre, donc guide notre action, avec l'objectif ultime de maîtriser les impacts environnementaux et d'assurer la transformation écologique à long terme. Nous sommes résolument engagés dans une démarche d'atténuation de l'impact du système de santé sur le changement climatique. Et en prenant en compte la dimension santé environnementale au sein de son projet immobilier et particulièrement la décarbonation, le CHRU de Nancy s'est engagé activement dans un nouveau bilan de ses émissions de gaz à effet de serre. On sait que chaque geste compte pour préserver notre environnement et par conséquent notre santé. Et je voulais vous féliciter aussi pour tout le travail que vous menez, toutes les actions favorables au développement durable. Je sais que c'est un sujet de préoccupation et votre directeur général en avait fait un point central de ses vœux l'an dernier. Un lien étroit entre notre projet régional de santé et votre action au quotidien au service de la préservation de l'autonomie, en créant un écosystème favorable. Je prendrai 2 exemples. Ce qui concerne la précarité, les permanences d'accès aux soins du CHRU, qui contribuent à élaborer des parcours adaptés et qui coordonnent également les passes du Grand Est. Et puis dans un autre registre, pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap, le groupe que vous avez composé de partenaires médico-sociaux et d'établissements du GHT Hôpital Sud-Lorraine pour travailler à l'amélioration des conditions d'hospitalisation, à la place des aidants à l'hôpital, avec l'appui désormais d'un référent handicap hospitalier au sein du GHT 7. Soyez-en chaleureusement félicités. Un lien, enfin, entre notre projet régional de santé et votre action au quotidien au service de l'accès aux soins, et notamment aux soins non programmés. Là encore, j'insisterai sur 2 aspects très différents. Le premier, c'est le travail que vous réalisez et que j'encourage autour de la collaboration entre les structures hospitalières, les structures de ville, nos communautés professionnelles territoriales de santé, formées par les libéraux, les structures de soins non programmés, l'ensemble des acteurs de la ville et puis les établissements sociaux et médico-sociaux. Cette synergie, elle est essentielle pour répondre aux demandes croissantes de soins non programmés sur le territoire et c'est une priorité que j'ai renouvelée dans le futur schéma régional. La connexion entre la ville et l'hôpital, depuis 2022, c'est le dispositif de régulation qui permet d'orienter ici les personnes de la métropole du Grand Nancy qui nécessitent des soins non programmés vers les disponibilités de médecins de ville volontaires. C'est une approche qui vise à limiter la saturation des services d'urgence dans l'attente du futur SAS que nous sommes en train de construire ensemble. Les solutions existent, vous avez fait preuve d'initiatives tout à fait réussies qui m'ont été présentées. Je fais référence à la mise en place de la cellule ville-hôpital du CHU de Nancy afin de trouver des solutions adaptées face à l'affluence de patients âgés qui proviennent du domicile. Cette organisation, elle m'a été présentée personnellement cet été. J'ai pu rencontrer l'ensemble des acteurs. Elle est inspirante et elle a inspiré d'ailleurs d'autres territoires, pas plus loin ici que le nord du département de la Meurthe-et-Moselle et le CH de Mont-Saint-Martin. Le second aspect, et ça fait écho à ce que disait le directeur général tout à l'heure, mais aussi les autres intervenants, c'est le soutien, l'action territoriale de votre établissement, dans laquelle on retrouve un enjeu, même un défi de collaboration. Et je veux parler en particulier du travail tout à fait remarquable sous l'impulsion du directeur général et du PCME qui a été réalisé par le professeur Choulied et ses équipes sur les urgences. Ça a été cité tout à l'heure. Permettez-moi de les remercier publiquement pour leur totale implication territoriale au service des soins urgents. C'est une action complexe et exigeante, mais aujourd'hui, elle porte ses fruits et je pense qu'elle est un modèle à suivre. Enfin, on ne peut pas former de vœux en ce début d'année sans dire notre reconnaissance aux équipes mobilisées et notre engagement pour renforcer les ressources humaines dans le système de santé. C'est un fil rouge du projet régional de santé et nous accompagnons cette démarche grâce à des leviers organisationnels et financiers.
au bénéfice de l'attractivité, de la fidélisation, de la qualité de vie au travail qui ont été très largement déclinées tout à l'heure par les différents intervenants. Je le redis, effectivement, c'est un engagement majeur de votre établissement. Vous maintenez l'efficience de vos organisations médico-soignantes, vous optimisez les parcours patients, préservez au maximum les lits, les blocs. Et j'exprime ma reconnaissance envers les campagnes de recrutement que vous avez entreprises en 2023 pour faire face aux difficultés d'attractivité. Il y a un impact positif qui permet de pourvoir une partie des postes vacants, ça a été dit tout à l'heure. L'activité du CHRE a connu du dynamisme en 2021, ça perdure en 2022-2023. Et là encore, je vous adresse mes félicitations pour votre mobilisation quotidienne au bénéfice des patients. Avant de conclure, j'inciterai sur 2 perspectives qui s'ouvrent à nous. C'est ça aussi les vœux pour l'année 2024. Face aux défis que doit relever notre système de santé, que nous devons relever année après année, je pense qu'il ne faut pas oublier que notre meilleur levier, notre meilleur allié, c'est la solidarité et la coopération entre acteurs de la santé. C'est une force. Je pense que nous devons préserver cet esprit collectif que vous avez à plusieurs reprises rappelé. Je prendrai à titre d'exemple le fait de promouvoir le développement de parcours de santé populationnels. Ça implique de faciliter de la collaboration, je l'ai dit, entre les domaines sanitaires, social, médico-social, en vue d'assurer des prises en charge complètes, globales, structurées et continues pour nos patients, pour les patients du territoire. Et ce qu'on nomme aujourd'hui la responsabilité populationnelle, ça nous engage pleinement dans des actions concrètes pour optimiser la prise en charge des soins, pour s'adapter aux besoins des personnes, notamment celles qui sont en situation complexe, et puis à généraliser des diagnostics territoriaux partagés sur lesquels on peut ensuite s'appuyer pour contractualiser entre nous, entre acteurs de terrain. Et je salue l'initiative du CHRU de Nancy et du territoire Sud-Lorraine pour intégrer la responsabilité populationnelle en mettant particulièrement l'accent sur les enjeux du diabète et de la prise en charge des personnes âgées. Les attentes de nos concitoyens en matière de santé, elles sont pressantes, elles sont concrètes et elles ont une actualité quotidienne. Je ne sous-estime pas les contraintes de notre système de santé, ces difficultés qu'on a évoquées et qui sont celles que nous rencontrons tous chaque jour dans l'exercice de nos différentes missions. Mais malgré ce contexte de tension permanente, nous avons des réalisations exemplaires qui sont mises en œuvre sur le terrain. Moi, je les constate chaque semaine en me déplaçant sur tout le territoire du Grand Est. Il y a beaucoup d'initiatives territoriales. On les a identifiées aussi lors des étapes de la concertation qui avait été souhaitée par le président de la République dans le cadre de la refondation du système de santé. Ces échanges ont été très constructifs autour de solutions à déployer qui nous engagent maintenant pour les années à venir. Pour conclure, je vous souhaite une année 2024 prospère et en bonne santé. Ensemble, je suis convaincue que nous continuerons à façonner positivement l'avenir de notre système de santé en œuvrant pour une société plus saine et plus respectueuse de notre environnement. En tout cas, c'est l'état d'esprit qui m'anime chaque jour et que je m'emploie à déployer dans toute l'action de l'Agence régionale de santé du Grand Est, une agence qui est à vos côtés pour accompagner vos projets au cœur de chacun des territoires. Et donc, avec mes équipes, je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2024, dans l'attente de vous retrouver sur le terrain. Comme c'est une année olympique, je dirais en santé comme aux Jeux, vivons l'amitié, le respect et l'excellence. Bonne année et bonne santé 2024 à toutes et tous. Merci, Madame la Directrice Générale. Alors, je ne voudrais pas terminer cette cérémonie sans remercier tous ceux qui l'ont rendu possible, qui ont participé à sa réalisation. Donc, la communication, les services de restauration, les services logistiques, les services techniques, nos informaticiens, nos secrétariats, l'encadrement et on oublie peut-être, mais qu'ils soient vraiment tous remerciés pour leur contribution à la réussite de cette cérémonie. À mon tour, je vous souhaite les meilleurs vœux à toutes et tous pour cette nouvelle année. Et je termine par quelques éléments de convivialité. Alors, vous avez en fond de salle une
une animation qui vous permet de prendre des photos, donc garder un souvenir de cette cérémonie. Par ailleurs, nous avons organisé une tombola à l'occasion de la semaine de Noël pour nos agents, qui a été une semaine de Noël avec beaucoup d'animations, des petits déjeuners, des goûters, qui a été très apprécié. Nous avons organisé une tombola et les heureux gagnants des lots pourront les récupérer en fond de salle. Et pendant le cocktail, nous aurons le plaisir d'entendre une nouvelle animation musicale, et cette fois-ci, c'est l'équipe de Brabois, c'est l'équipe de musiciens de Brabois, donc qui vont venir nous jouer quelques morceaux pour nous accompagner. Alors, j'appelle donc Géraldine Rougeau, Karina Issaïeva, Mathilde Ollinger, Guillaume Drouot, Jean Grotte-Singer, Thomas Josse, Émilien Micard, à venir nous rejoindre sur scène et à nous faire profiter de cet instant musical. Et bien entendu, vous êtes tous chaleureusement invités à partager ce verre de l'amitié.